En cette période de crise, l'alimentation est le dernier budget incompressible des Français. Et pourtant, vendeurs et industriels jouent de plus en plus sur le poids des aliments pour alourdir notre facture. On a l'impression qu'on a créé les conditions d'une fraude massive invisible. En cause, la flambée des prix de certaines matières premières, comme la viande, le lait ou encore les céréales. Pour maintenir leur marge, les industriels décident désormais de vendre moins pour gagner plus. Dans les hypermarchés, nous avons constaté l'existence de nouvelles fraudes, de fausses promotions sur le poids. 50% de ces offres seraient moins avantageuses que la promesse affichée. Je devrais avoir ce pack à 4,56 €. Or, il est vendu aujourd'hui à 5,47 €. Il y a moins d'une bouteille gratuite. Vous allez également découvrir que la plupart des produits que vous achetez depuis des années ont fondu en toute discrétion. Ce type de gâteau me semble vraiment plus petit qu'à une époque. Car le poids est devenu le moyen idéal d'augmenter les prix sans que le consommateur ne s'en aperçoive. Avant, ce paquet faisait 235 grammes. Maintenant, il n'en fait plus que 221. Et bien sûr, le prix n'a pas bougé. Aujourd'hui, la problématique poids est directement intégrée dans le processus de fabrication des aliments. Nous avons remonté la filière de produits très populaires comme la glace. Certaines matières premières sont tout simplement remplacées par de l'air. La glace, il y a de l'air dedans, oui. C'est sûr que plus on met d'air à l'intérieur, plus on fait de marge. Enfin, nous nous sommes penchés sur les nouvelles recettes des plats préparés. L'eau, l'ingrédient low cost par excellence, est désormais utilisé pour alourdir les portions. Quand on vend l'eau au poids d'un autre ingrédient, c'est tout bénéfice pour l'industriel. Enquête sur le véritable poids de nos aliments. Madame, bonjour. Cette cliente souhaite acheter 4 côtes d'agneau, une des viandes les plus chères de la boucherie. Ça, c'est 40 € le kilo, ça. Voilà. Là, ça fait 3,39 € pour une côte d'agneau qui fait 85 grammes. Donc, retirez le gras. Mais en quelques secondes, cette côte d'agneau à 40 € le kilo va subir une cure d'amaigrissement. On a perdu 40 grammes. Soit une perte d'1,60 €. Voilà. 1,60 € de gras que cette cliente a payé, mais qui finiront à la poubelle. La côte d'agneau de cette cliente, une fois préparée, vient de passer de 40 € le kilo à 75 €. Merci madame, bonne journée, au plaisir, au revoir. Si vous allez au supermarché, que vous achetez de la viande sous cellophane, elle est déjà pesée et donc elle est vraiment au prix, on imagine qu'elle est au vrai prix et donc moins chère. Mais pour Sébastien, ceci est tout à fait normal. En fait, on l'achète brute et donc les clients ils payent de la viande brute et ensuite on la prépare. C'est comme quand on achète 1 kilo de clémentine, on achète 1 kilo de clémentine avec la peau même si on la mange pas. En fait, en facturant le gras qui finit à la poubelle, Sébastien fait payer la préparation de la viande à ses clients. Voilà, ça c'est une côte de bœuf brute. On la met telle qu'elle dans la vitrine. Ce boucher n'est pas malhonnête. La plupart de ses confrères usent de ces mêmes pratiques. Et ce ne sont pas les seuls commerçants à utiliser le poids pour jouer sur les prix. Merci, au revoir madame, bonne journée. Dans les rayons des hypermarchés, le regard des clients est attiré par de multiples offres
placé en tête de gondole. Gros volume égale petit prix, un produit gratuit, lot de deux. C'est ce que l'on appelle en langage marketing l'incitation d'achat par le volume. Elle représenterait 30% des ventes. Car en achetant plus, le consommateur pense réaliser une bonne affaire. Nous avons souhaité le vérifier. À 55 ans, Gaëlle est une consommatrice particulièrement vigilante. En bonne mère de famille, elle se méfie des offres trop alléchantes. L'eau de 3 lardons fumés à 600 grammes, donc c'est 3 fois 2, ça. Gaëlle ne note pas les prix affichés mais le prix au kilo. Une information obligatoire, présente sur chaque étiquette et qui va permettre à la mère de famille de comparer les promotions avec les produits au tarif normal. Pour les trouver, elle doit souvent parcourir des dizaines de mètres dans les rayons. Donc 1,59 le paquet, 7,95 le kilo. Ah oui, en promotion c'est plus intéressant, c'est 5,42 le kilo. Cette méthode peut paraître fastidieuse, voire inutile, surtout pour des promotions. Et pourtant, c'est loin d'être toujours le cas. Alors, pour les 2 paquets, sont vendus à 6,39 €, ce qui fait le kilo à 12,78 €. Alors que la promotion à 4 paquets nous met le kilo à 13,29 €. C'est le même, hein, exactement que le 4 paquets. Là, il y a un problème. Dans cet hypermarché, le café en promotion est finalement plus cher que la version classique. Gaëlle va découvrir le même problème sur ce lot de 4 boîtes de thon. Devant cette aberration, elle décide de demander des explications aux responsables de rayon. Le lot de 2 est moins cher au kilo que le lot de 4. Et il y a la même chose pour le thon. En 4, il est plus cher que par 2. Pour la même qualité, la même catégorie. Effectivement, donc ce n'est pas normal, puisque normalement un lot de 4 doit être moins cher au kilo qu'un lot de 2. Alors nous, ce qui arrive au niveau de ça, c'est qu'on a une politique de prix décentralisée. Donc nous, on s'aligne sur le prix de la concurrence locale. Et ce qui est possible par rapport à un prix national, c'est qu'on soit moins cher. C'est parfois incompréhensible pour le client au niveau des consommateurs, mais c'est la réalité. Ce responsable l'admet, il y a un problème avec ces promotions. Aux yeux de la loi, il devrait retirer de ses rayons toutes les offres non conformes. Les fausses offres promotionnelles, c'est la bête noire de la répression des fraudes. À Rouen, 2 inspecteurs de la DGCCRF, Bénédicte Schmitz et Michel Guerrier, en ont fait leur combat. Là, il y a aussi le plus 15% gratuit. Ça, c'est la même chose. Hein. Sur le pamplemousse rose. Aujourd'hui, ils passent au crible inopinément toutes les promotions de cette grande surface. Dans leur viseur, les promesses de gratuité. Comme ici, pour 3 bouteilles achetées, une offerte. Une bouteille à l'unité qui est vendue 1,52 €. Et donc de l'autre côté, vous avez 3 bouteilles plus une gratuite. Donc si je multiplie 1,52 € par 3, cela fait 4,56 €. Donc je devrais avoir ce pack à 4,56 €. Or, il est vendu aujourd'hui à 5,47 €. Il y a moins d'une bouteille gratuite. Selon ces agents de la DGCCRF, plus d'une offre de gratuité sur 2 ne respecterait pas sa promesse. Et avec l'allégation de gratuité, on constate assez souvent que la gratuité réelle est inférieure à la gratuité indiquée. Parfois même, il n'y a aucune gratuité. Et dans des cas extrêmes, le produit est plus cher. En droit, ces fausses promotions sont considérées comme une pratique commerciale trompeuse. Ce magasin risque jusqu'à 187 500 € d'amende. Mais dans les faits, les condamnations sont rares. En 2010, 391 supermarchés ont été pris la main dans le sac, mais seuls 12 d'entre eux ont été condamnés.
Villacoublay, en région parisienne. Gaëlle, la fameuse consommatrice qui démasque les offres frauduleuses, rentre de ses courses. Depuis quelques mois, son premier réflexe est de sortir sa balance. Car elle l'affirme, elle aurait détecté une autre anomalie de poids. Je repèse les aliments que j'ai achetés parce qu'il m'est arrivé de constater que le poids ne correspondait pas exactement. Donc de temps en temps, je m'amuse à vérifier si les grammages correspondent à ce qui est indiqué. Pour ce paquet de saumon par exemple, le poids net affiché est de 180 grammes. Pour le repeser, elle va donc enlever l'emballage. J'utilise toujours ma balance de la même façon, donc je mets un petit plat que la balance se prend en compte, en mémoire, elle se remet à 0 et ça va nous permettre d'avoir le poids du saumon qui est de 165 grammes au lieu des 180 grammes annoncés. Il y a quand même 15 grammes de différence, c'est important sur 180 grammes, ça fait presque 10%. Puis vous imaginez, dans la production industrielle, 15 grammes par paquet, c'est énorme à la fin de la chaîne. Gaëlle va également constater un écart de 10 grammes sur ses saucisses. Elle décide d'appeler le service consommateur de la marque pour obtenir des explications. Il se peut qu'il y ait eu un dysfonctionnement, si vous voulez. Normalement, c'est calibré, si vous voulez, elles font toutes la même taille et normalement toutes le même poids. Après, il se peut qu'il y ait eu des dysfonctionnements sur la machine de calibrage. Quoi qu'il en soit, je fais remonter l'information à l'usine et puis je vais me permettre de prendre vos coordonnées pour pouvoir vous envoyer un courrier avec un dédommagement pour ce produit. Très bien, au revoir. Bonne journée à vous. La balance de cet industriel serait défaillante. Ce qui est étonnant quand même, c'est que ça semble normal. Ça n'a pas eu l'air de la surprendre du tout en fin de compte. Ces quelques grammes en moins pèseraient en réalité très lourd. Ce fabricant de saucisses vend 70 millions de paquets chaque année. S'il manquait 10 grammes par unité, l'opération pourrait rapporter jusqu'à 3,5 millions d'euros par an. Vendre moins que le poids affiché est une pratique de plus en plus répandue. Car depuis quelques années, les industriels font face à une flambée du prix des matières premières. En 10 ans, le prix de la viande a augmenté de 83%. Le lait a bondi de 113% et les céréales de 152%. Cela a eu un impact direct sur les coûts de fabrication dans l'agroalimentaire. Christophe Labbé est journaliste spécialisé de la consommation. Selon lui, en temps de crise, augmenter les prix est une manœuvre très risquée pour les industriels. On essaie de rester dans une fourchette et on adapte en fonction du cours des matières premières. Et dans ce schéma-là, la triche sur le poids, pour certains, est une variable d'ajustement. C'est une fraude qui rapporte en bout de chaîne, à grande échelle, sur l'ensemble de la production, et qui rapporte beaucoup. Dans un contexte où chaque gramme vaut de l'or, certains industriels n'hésiteraient donc pas à se mettre dans l'illégalité en trichant sur le poids réel de leurs produits. Pour lutter contre cette fraude, l'État a créé une brigade, la Directe. Sa mission, contrôler les instruments de mesure comme les balances au sein des usines. Bonjour monsieur. Contrôle de la Directe. Nous effectuons un contrôle de vos instruments de pesage. Cette usine commercialise 4000 tonnes d'agneaux par an. Avant d'être mise en vente, chaque barquette est pesée, car c'est le poids qui va déterminer son prix. Vous pouvez nous montrer où sont les 3 chaînes de production? Oui. Vous avez la première qui est juste devant vous, là, qui passe les caissettes, on appelle. Oui. Les deux agents vont prélever des barquettes au hasard, pour ensuite les repeser avec leur propre balance. Alors, 827. 827. On a toujours un peu l'appréhension d'avoir des erreurs. Hein. 631. C'est bon.
Impeccable. Mais rapidement, les agents vont constater des écarts entre le poids affiché 332 et le poids réel. 326. Tant que cette différence ne dépasse pas 4 grammes, le directeur reste dans la légalité. C'est ce que l'on appelle l'écart toléré. Mais sur certaines barquettes, Brigitte et René vont découvrir un écart de poids beaucoup plus important. Alors, 1445, 1414, 1585, 1555. On prend toujours notre grammes. Ouais, il y a 22, 29, 30. Le lot que nous contrôlons, on a 30 grammes d'écart au déficit du consommateur. Le cinquième, 1470, 1439. Un écart significatif, toujours le même, et toujours au détriment du consommateur. Ce sont les signes caractéristiques d'une fraude. Visiblement, le directeur prend ça plutôt à la légère. Ça peut arriver, je veux dire, rien n'est infaillible dans la vie. Vous connaissez quelque chose qui est infaillible? Non. Donc voilà, donc là on constate, on n'a rien caché, il n'y a rien à cacher. L'écart de poids est 6,5 fois supérieur à la limite autorisée. Les inspecteurs vont maintenant chercher à estimer l'ampleur de la fraude. Vous avez vu que sur deux chariots, oui, vous avez un déficit systématique de toutes vos barquettes sur 30 grammes. Alors, par journée, vous avez une moyenne de combien de... Vous conditionnez, oui. 400 kilos. 400 kilos. Le directeur semble enfin réaliser la gravité de la situation. Pour nous, c'est une... Vous savez, malheureusement, c'est une fraude. Je la reconnais, hein, je ne peux pas dire le contraire, et puis je ne me l'explique pas. En vendant des barquettes lestées de 30 grammes chacune, ce directeur réaliserait un gain illicite de 1 800 € par mois. Il risque jusqu'à 75 000 € d'amende pour tromperie sur la quantité. Ces pratiques sont donc très risquées. Mais les industriels ont plusieurs cordes à leur arc. Ils ont imaginé d'autres techniques, cette fois-ci tout à fait légales. À force de faire attention au poids de ses aliments, Gaëlle est devenue malgré elle une experte en la matière. Voici ce qu'elle vient de découvrir sur des produits qu'elle consomme depuis des années. Oui, j'ai remarqué par exemple que pour ce type de gâteau, le diamètre a changé. Il me semble vraiment plus petit qu'à une époque. Et les contenants aussi des sirops alimentaires pour les goûter aussi ont particulièrement réduit. Mais je ne peux pas le prouver. Gaëlle n'est pas la seule à avoir remarqué ces changements. Une association française de consommateurs a examiné à la loupe les évolutions de quantité de certains produits. En 2008, ce paquet de gâteaux est bien passé de 330 grammes à 300 grammes. Pour que le consommateur ne s'en aperçoive pas, à l'intérieur on trouve le même nombre de biscuits. En revanche, le diamètre du gâteau a été réduit. Selon cette association, le prix n'aurait pas baissé. Cela correspond à une hausse de 10%. Des dizaines de produits ont ainsi subi un régime drastique, comme ces tranches de jambon qui ont perdu 10 grammes chacune. Ces célèbres crèmes dessert ont également fondu. Les pots sont passés de 125 grammes à 115 grammes. Pour ce café, le fabricant a décidé de retirer 2 dosettes de ses paquets. Enfin, sous couvert d'un changement de packaging, l'industriel de cette sauce moutarde en a profité pour retirer 50 ml de produit. On ne fait pas très attention, hein. C'est des produits qui sont au niveau de votre main. Ça fait 20 ans que vous les achetez, vous les prenez sans les vérifier. Puis c'est en arrivant à la maison, en les rangeant, que je me suis dit, mais c'est devenu des petits paquets. Mais pour pouvoir effectuer cette comparaison, il faudrait avoir les anciens paquets. Problème, ils ont tous disparu du marché. En Europe, une seule personne les a conservés. Cet homme, nous l'avons retrouvé au nord de l'Allemagne, à Hambourg.
Armin Valette est chargé de mission pour une association de consommateurs. Depuis 7 ans, il collecte des centaines d'emballages. Par exemple, ici, sur ces soupes instantanées, avant, elles permettaient de faire 4 assiettes. Maintenant, ce n'est plus que 3. Les barres chocolatées, c'est pareil. Avant, ce paquet faisait 235 grammes. Maintenant, il n'en fait plus que 221. Et bien sûr, le prix n'a pas bougé. L'emballage est le même, mais le contenu est allégé. Cette pratique porte un nom, l'inflation masquée. Le but est clair, augmenter les prix sans que le consommateur ne s'en aperçoive. Les industriels de tous les pays européens raffolent de cette méthode. Depuis 2005, Armin a recensé plus de 500 produits concernés. Vous voyez sur ces sticks de café soluble, ici on a le même nombre de portions. Sauf que là maintenant, chaque stick fait 1,8 g, alors que l'année dernière, il faisait 2 grammes. Tous les jours, on reçoit des mails de consommateurs mécontents. Parfois, ça va jusqu'à 100 mails par jour. Jusqu'à présent, certains produits de grande consommation comme le riz, le fromage ou encore les céréales échappaient à ces inflations masquées. Le riz, par exemple, ne pouvait être commercialisé qu'en 7 formats différents, dont les plus courants étaient 250 grammes, 500 grammes et 1 kg. Mais en 2007, le Parlement européen fait volte-face et libéralise les formats de tous les aliments emballés. Le riz peut désormais être vendu dans des paquets de 450 grammes, un format qui n'existait pas auparavant. On trouve également du beurre en plaquettes de 100 grammes. Jusqu'à présent, il ne pouvait être vendu en dessous de 125 grammes. Pour le sel, c'est exactement la même chose. Il est désormais proposé en format de 68 grammes, alors que lui non plus ne pouvait être vendu en dessous de 125 grammes. Des bouleversements qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt du consommateur, selon le journaliste Christophe Labbé. En fait, le consommateur, il voit de moins en moins clair. Parce que quand vous avez un format standardisé, vous êtes en mesure de comparer les prix, à peu près. Si vous avez une foultitude de formats pour un même produit qui sont tous différents, vous êtes obligé d'avoir la calculette à la main pour comparer les prix. Et ça, c'est le fruit d'un lobbying de l'agroalimentaire et un lobbying constant de l'agroalimentaire. Selon Christophe Labbé, les lobbies de l'industrie agroalimentaire seraient derrière cette loi. Pour le vérifier, nous sommes repartis en Allemagne, à Berlin. C'est là-bas que nous avons retrouvé celui qui a fait voter cette directive au Parlement européen. Entre 2004 et 2010, Günther Verheugen était commissaire chargé de l'entreprise et de l'industrie. Nous lui avons demandé quel rôle avaient joué les lobbies dans cette directive. Pendant la période où j'étais commissaire, les industriels étaient totalement silencieux. Je n'ai eu aucune entrevue avec eux. Je ne me rappelle même pas avoir reçu de courrier de leur part. Et pourtant, certains contestent ces propos. Seulement 2 mois après la fin de son mandat, il participe à la création d'une société de conseil. Il est question de séminaires et de recommandations stratégiques dans le domaine de la politique européenne, destinées aux leaders des entreprises privées et publiques. À l'évocation de cette société, Günther Verheugen change de ton. Je vais être bref. Si votre question est « Est-ce qu'avant ou après mon mandat de commissaire, j'ai eu des contacts avec des industriels qui ont des intérêts dans cette directive ?» La réponse est à 100% non. Non. D'accord ? En Europe, certains ont du mal à croire en la parole de Günther Verheugen. Dans cette lettre au président de la Commission, cette association anti-lobby s'inquiète des possibles conflits d'intérêts de l'ancien commissaire. La Commission n'a pas donné suite à cette affaire. Cette directive européenne a considérablement bouleversé le paysage de nos hypermarchés. Aujourd'hui, une multitude de formats différents envahissent les rayons. Et ceux qui connaissent le plus de succès
ce sont les petits produits, car les prix paraissent alléchants. Ils coûtent rarement plus de 2 €. Mais sont-ils véritablement avantageux ? Delphine travaille pour une association de consommateurs. Elle se méfie particulièrement de cette nouvelle vague de produits. Dans son viseur, la version mini d'un camembert, ici à gauche sur l'image, vendue à seulement 1,10 €. Si vous ne regardez que le prix d'achat et pas le prix au kilo, vous allez aller sur le petit parce qu'il est à 1,10 €. Alors que si vous le comparez au kilo, c'est lui le plus cher. Et effectivement, le prix au kilo de ce petit camembert est de 7,59 €. Le format classique, de la même marque, ne coûte que 5,16 € au kilo, soit 50% moins cher. Les gens sont tentés de penser qu'ils le paient moins cher parce que le prix à l'achat affiché est moins cher, il y a moins de quantité. Alors qu'en réalité, in fine, ils le paient plus cher. Ces petits formats ont été imaginés par les fabricants pour répondre à la baisse du pouvoir d'achat, mais aussi au changement de comportement des consommateurs. Avec la crise, les gens qui vivent de plus en plus seuls, vous avez également toute cette notion de gaspillage. Donc c'est vrai que les marques en profitent et les gens vont vers ces petits produits à mini format. Pour son association de consommateurs, Delphine recense tous les prix des mini-produits. Alors qu'un saucisson classique coûte 14,68 € le kilo, la version miniature est vendue 26,90 €. Le paquet familial de purée, lui, coûte 6,36 € le kilo, contre 11,44 € pour les formats individuels. Côté boisson, le prix au litre d'une bouteille de soda se vend 1,23 €. Les mini-canettes coûtent en moyenne 2,86 € du litre. Mais la démonstration de Delphine ne s'arrête pas là. J'ai pris les mêmes produits, mêmes caractéristiques, mais avec deux formats différents. Donc là, ici, j'ai le format individuel, l'eau, le café, le camembert, les soupes. Et là, ici, j'ai les formats normaux, familiaux, avec, pareil, le café, le soupe, le camembert et l'eau. Et donc, en poids, on est en équivalent. Hein. Et donc, on va voir au niveau de la note ce que ça va donner. Dans ces deux paniers, il y a exactement le même poids d'aliments, de la même marque. 12,91 €. La facture du panier rempli de format traditionnel s'élève à 8,27 €. Celle des petits formats grimpe à 12,91 €. Donc on est à pratiquement 50% d'écart entre deux paniers de même quantité, mais juste en format différent. Comment les industriels justifient-ils une telle différence de prix? Un seul d'entre eux a accepté de nous répondre. Il se trouve à Lyon. Patrick Bompard est responsable des saucissons secs chez un poids lourd de la charcuterie. Il commercialise un produit consommé par 15 millions de Français. C'est un produit qui aujourd'hui est en 260 grammes et c'est une droite qui a un intérêt par rapport au produit original ou originel de saucisson, de pouvoir être coupé et de faire des petites rondelles de façon facile et pratique pour l'apéritif. Ce saucisson classique a été décliné en 7 tailles différentes. Les mini-formats font partie de la stratégie commerciale de l'entreprise, car ils permettent de vendre des produits moins chers à l'unité qui attirent les clients. On a plutôt une augmentation de la consommation de ce type de produits, qui sont des produits plaisir et qui, en période de crise, permettent d'avoir accès à un produit plaisir à un coût moindre. Les mini-produits ont permis à la marque de gagner 4 millions de consommateurs supplémentaires. Et pourtant, le prix au kilo en hypermarché est jusqu'à 80% plus cher. Patrick Bompard a toute une liste d'explications. C'est-à-dire que pour faire sécher des produits, vous avez besoin que l'air circule entre les produits. Et pour faire sécher 100 grammes de petites pièces, il faut plus de place que pour faire sécher 260 grammes de pièces classiques. Donc en termes d'espace nécessaire, d'immobilisation de frais fixes,
c'est beaucoup plus important sur des petites pièces que sur des grosses pièces. Mais on a à peu près le même temps pour rentrer ces produits-là dans un sachet qu'un produit de 400 grammes dans un sachet. Et au final, pour le même temps, vous avez soit 100 grammes, soit 400 grammes. Donc aussi une hausse, des coûts fixes supérieurs pour les petits produits que sur les grands produits. Des coûts de production plus élevés, un rendement plus faible, mais Patrick Bompard va nous faire une autre révélation. Nous, quand on vend un produit, on a un écart qui est aux alentours de 20%, je dirais, entre un produit classique et les plus petits produits. Nous, on n'a pas la maîtrise sur cet écart en magasin. Une loi du Code du commerce permet aux grandes surfaces de fixer librement leurs prix. Selon Patrick Bompard, les distributeurs en profiteraient pour faire une marge plus importante sur les petits produits. Il peut fixer le prix comme il veut, donc s'il est en concurrence sur tel ou tel produit, s'il est en promotion sur tel ou tel produit, il peut être plus agressif en prix sur un produit plutôt qu'un autre. Pour en avoir le cœur net, nous décidons de demander des explications à un distributeur. Je vous appelle parce qu'on prépare actuellement un documentaire sur le poids des aliments et on s'est rendu compte dans plusieurs hypermarchés, supermarchés, dont que certains produits vendus en petites portions étaient beaucoup plus chers que les produits classiques. J'ai pas du tout ce type d'information-là. Je pourrais pas répondre directement à votre demande. Nous n'obtiendrons aucune réponse de la part de cette grande surface. Les prix pratiqués sur les mini-produits sont de plus en plus contestés par les associations de consommateurs. Alors, pour ne pas diminuer le poids de leurs aliments, désormais certains fabricants préfèrent modifier la composition de leurs recettes pour qu'elles coûtent moins cher à produire. Carros, en Provence. Stéphane Bernardoni dirige une entreprise de crème glacée, l'un des aliments préférés des Français. C'est bon, Georges? Tout va bien, c'est fini? Donc on peut la turbiner à 1 heure, elle sera assez maturée? Oui, elle a 3 heures de maturation. Ok, 3 heures de maturation. Ce matin, ils produisent de la glace à la vanille. Tous les ingrédients sont mélangés et passent de cuve en cuve pour cuire ensemble, puis refroidir. Donc là, notre vanille est maturée. Une fois que la glace est reposée, c'est un peu comme de la pâte à crêpes. Une fois que c'est reposé, on peut la passer au freezer. La dernière étape, c'est celle du foisonnement. Là où la glace passe de l'état liquide à l'état solide. Là, il y a un arbre avec des couteaux qui grattent le tour. Ça refroidit autour et ça gratte ce qui est au fur et à mesure congelé. Et à l'intérieur, il y a l'air qui est incorporé, d'où le foisonnement. On injecte de l'air pour faire de la glace. La glace, il y a de l'air dedans, oui. De l'air dans la glace, ce serait indispensable selon Stéphane. Si on met pas de l'air, on fait quoi? On fait de la gratte à cake, hein, comme à la maison. C'est-à-dire que vous mettez votre mix dans le congélateur, vous le congelez, c'est du béton. Le fait d'incorporer l'air, c'est ce qui fait l'onctuosité. Mais l'air a aussi une deuxième fonction. Sous forme liquide, 1 litre de glace pèse 1,2 kg. L'étape du foisonnement va lui faire perdre beaucoup de poids. Mais à la sortie, notre litre de glace, on a la balance. Nous, on a fait notre poids. On est à 1 litre, on est à 650 grammes en glace, 750 grammes en sorbet. 2 fois moins de poids, mais grâce à l'air, Stéphane a créé du volume, gratuitement. Et pas question d'en perdre une miette. Donc là, j'ai marqué la vanille en 2,3 litres, c'est la contenance de notre bac. À 13h30, on a mis en route. On va peser. Ici, on a notre tableau, ce qui nous permet de vérifier au fur et à mesure. Là, on est un petit peu lourd. 1,762 kg. Voilà, donc on regarde. Le 2,3 litres, il devrait faire 1,5 kg. On va augmenter le foisonnement. Donc là, c'est non conforme. Stéphane module constamment le pourcentage d'air jusqu'à parvenir au réglage parfait. Celui qui va maximiser l'onctuosité, mais aussi sa rentabilité. Car chaque pot doit contenir environ 45% d'air. Sur 1 litre de glace à 5 €, le consommateur paierait donc 2,25 € d'air. 510. Conforme. C'est sûr que plus on met d'air à l'intérieur, plus on fait de marge. Voilà.
La loi l'autorise à mettre 50% d'air dans sa glace. Ce fabricant est en dessous du seuil légal. Ses pots de glace, il les vend 5 €, presque 2 fois plus cher que ses concurrents. Mais chez lui, il y a moins d'air. Donc forcément, quand un mec il me dit elle est moins chère chez un tel, je dis mais pèse-la et tu verras, il te met rien dedans. Tu vends que de l'air. Si Stéphane Bernardoni remplaçait 25% d'air présent dans sa glace par les ingrédients traditionnels, le prix de vente d'un pot passerait alors de 5 € à environ 7,50 €, soit 50% plus cher. Mais il y a un autre ingrédient idéal pour jouer sur le poids. Les industriels l'affectionnent, car il est presque aussi bon marché que l'air. Cet ingrédient low cost, c'est l'eau. Christophe Labbé a longtemps enquêté sur son utilisation pour alourdir les recettes. On vend énormément d'eau dans l'agroalimentaire et tout est fait pour vendre le maximum d'eau dans les produits pour en injecter le maximum parce que ça fait du poids et que ça coûte pas cher, ça coûte quasi zéro. Par exemple, vous avez la pratique du mouillage qui est strictement interdit, de mouillage des coquilles Saint-Jacques. Vous allez mouiller les coquilles Saint-Jacques avant de les congeler et vous allez pouvoir obtenir un gain de poids de 30% à peu près. Quand vous vendrez le produit au poids, ben ça fait autant de gagner au final pour l'industriel. Aujourd'hui, des dizaines de produits alimentaires manufacturés sont remplis d'eau. On en trouve par exemple dans le jambon, dans certains plats cuisinés et même dans les blocs de foie gras. Mais il est très difficile de connaître le pourcentage d'eau exact présent dans chaque produit, car les fabricants n'ont pas l'obligation de les inscrire. Le seul moyen de le savoir est donc d'effectuer des analyses. Laboratoire départemental du Morbihan. Nous décidons d'analyser différents aliments comme ces saucisses. Patrice Jacob relève un premier indice. L'ordre dans lequel sont placés les ingrédients au dos du paquet. Au niveau de la réglementation, pour l'étiquetage, il est demandé de faire un étiquetage décroissant. C'est-à-dire qu'on commence par les composés les plus nombreux en quantité dans le produit et on termine par les plus rares. Sur le plan réglementaire, la présence de l'eau en deuxième position signifie que c'est le deuxième composant le plus important dans ces saucisses. Pour analyser sa teneur en eau, la saucisse est broyée. Puis elle est mise dans une étuve afin que l'eau s'évapore. Les scientifiques comparent ensuite le poids avant et après évaporation pour en déduire le pourcentage d'humidité. Ces saucisses sont composées de 60% d'eau, mais une partie est naturelle. On peut considérer que la viande de porc contient 70% d'eau, donc elle apporterait 40% de cette eau dans la saucisse. Les 20 autres pourcents sont effectivement de l'eau qui a été ajoutée. Il y aurait donc 20% d'eau ajoutée dans chacune de ces saucisses. C'est à jouer légal, mais l'opération nécessite quelques notions de chimie. Car maintenir l'eau dans la viande n'est pas tout à fait naturel. Sur ce genre de produit, on a tendance à rajouter un petit peu d'eau pour gagner un petit peu en poids. Et pour fixer cette eau, on se sert de produits qui sont des polyphosphates. Donc ils fixent l'eau, ils les fixent sur les protéines. Dans la composition d'un produit, les polyphosphates sont aussi appelés E450, E451 ou encore E452. Ils sont présents dans certains fromages, dans des plats préparés ou encore dans le jambon. Ce qu'on voit ici, c'est de l'eau qui est ajoutée. On voit que ça suinte par rapport à la viande parce qu'en fait, le rôle du polyphosphate ne dure pas forcément très longtemps dans le temps et il finit toujours par relarguer. On voit les gouttes d'eau donc qui suintent un peu partout. On les voit bien sur l'emballage. À ce jour, les polyphosphates n'ont fait l'objet d'aucune étude permettant de connaître les véritables effets sur notre santé. Ils seraient suspectés de causer une hyperactivité chez les enfants,
ainsi que des troubles digestifs. Le polyphosphate est l'additif préféré de l'industrie agroalimentaire. Mais il est aussi le plus secret. Aucune marque contactée n'a souhaité nous en parler. Le seul à avoir accepté de nous montrer comment il s'utilise est un repenti de la profession. Alain Fournet est conseiller culinaire. Pendant 7 ans, il a travaillé au cœur du système, au service du numéro 1 mondial de l'agroalimentaire. Son métier de l'époque, cuisiner des plats traditionnels à la sauce industrielle. Le métier, c'est tout d'abord de répondre à des briefs. L'industriel reçoit des briefs, internes ou externes. Progressivement, on doit aller vers des recettes qui coûtent de moins en moins cher, donc être le plus rentable possible pour l'industriel. Le chef va nous dévoiler les méthodes des industriels pour augmenter le poids des aliments. La cuisine prend alors des airs de laboratoire. Donc je tire de l'eau. Et voilà comment Alain utilisait les fameux polyphosphates. Seulement quelques milligrammes mélangés à de l'eau et injectés dans du poulet à l'aide d'une aiguille. Si je le faisais industriellement, il y aurait 2 façons de le faire, ou en injectant avec par machine, avec des grosses aiguilles qui piquent. Le poulet, c'est trop petit. Donc le poulet, lui, on le fait surtout par barattage. Donc quand on baratte du beurre, on remue, on mélange. Et ce sont des machines qui à la fois attendrissent et en même temps permettent à la viande d'absorber l'ingrédient qu'on veut lui injecter. Piqué à l'eau, l'escalope va gonfler de 12 grammes. Mais c'est à la cuisson que les polyphosphates vont révéler leur atout principal, et ça n'a rien à voir avec le goût. Un poulet contient naturellement beaucoup d'eau. À la cuisson, il va en perdre une partie, on va voir environ peut-être 30% de son poids. Ces 30% représentent une perte sèche pour l'industriel. Alain va nous montrer comment les polyphosphates limitent cette perte. À droite, un morceau de poulet naturel. À gauche, un morceau piqué au polyphosphate. On voit déjà plus d'eau dans la partie qui a été non injectée, enfin sur laquelle je n'ai pas mis de polyphosphate. Et sur la partie où j'ai mis du polyphosphate, on voit déjà que le poulet ne rend pas d'eau. Ces 2 morceaux de poulet pesaient exactement le même poids au départ. En ajoutant de l'eau et en retenant celle naturellement contenue dans la viande, Alain Fournet a réussi à augmenter le poids du poulet de 20 grammes. Celui qui ne contient pas de polyphosphate pèse 118 grammes, celui qui contient du polyphosphate 138 grammes, à partir d'une pièce identique, enfin de 2 morceaux identiques, qui à l'origine faisaient le même poids. Mais Alain ne s'arrête pas là. Pour accompagner ce poulet, il va également alourdir une sauce tomate grâce à une autre famille d'additifs. C'est un extrait d'algue, hein, c'est ce qu'on appelle un alginate, qui peut faire partie des agents de charge. Les agents de charge, ça peut être aussi de la farine simplement, une fécule simplement, quelque chose qui ne coûte pas cher, justement pour apporter du poids dans une recette, et on va compenser un ingrédient que l'on a retiré, un ingrédient cher. L'alginate a la propriété de transformer l'eau en une sorte de gel. Elle devient alors un texturant, idéal pour faire prendre du poids à une sauce tomate. Ici, la sauce sur laquelle je n'ai rien ajouté, et une sauce sur laquelle, qui est la même, sa sœur jumelle, sur laquelle j'ai rajouté un texturant, donc un agent de charge avec de l'eau. On a une sauce qui pèse un peu plus de 100 grammes de plus que l'autre, soit en gros 30% de plus. Pour finir sa démonstration, le chef va dresser 2 plats avec des ingrédients identiques et pesant le même poids au départ. Au final, le plat contenant le poulet gonflé à l'eau et au polyphosphate pèse 7% plus lourd. Selon Alain, l'industriel pourra donc le vendre 7% plus cher. 7% plus cher, et c'est de l'eau. Voilà la différence qu'un industriel peut empocher chaque année sur des millions de plats en multipliant un seul plat par 7%. En parallèle, il va donc pouvoir vendre plus de plats puisqu'il a préparé plus de sauces à partir d'un plat initial en rajoutant de l'eau texturée. Voilà comment Alain aurait réussi à minimiser les pertes
et à augmenter le profit du géant de l'agroalimentaire pour lequel il travaillait. Je me suis toujours dit, je suis en train d'aider des gens à voler des consommateurs. Et ça, intérieurement, c'est assez difficile à assimiler. Le poids est donc désormais une variable d'ajustement indispensable pour les industriels afin qu'ils maintiennent leurs marges, surtout en période de crise. Loin des aliments emballés des supermarchés, les commerces de proximité seraient peut-être le dernier refuge pour le consommateur. Merci monsieur. Bonne journée. Et pourtant, les primeurs eux aussi ont développé des astuces pour vendre moins et gagner plus. Sur ce marché, la balance de ce vendeur de fruits et légumes devrait être à 0. Mais elle affiche déjà 20 grammes au compteur. Mais là, quand vous pesez, il y a déjà 20 grammes dessus, non? Ah, c'est pour la tare. En guise de réponse, le vendeur répare son erreur d'un simple geste. Plus loin, un autre commerçant a une explication encore plus originale. Ah, mais là, si je peux me permettre, votre balance, elle est pas à 0? Et pour rien que le vent, ça peut faire 10 grammes en plus. Oui. Là, on peut rien faire contre le vent, tout simplement. En fait, ces vendeurs font payer aux clients le poids de leur plateau. Selon nos estimations, cela leur ferait gagner plus de 100 € par jour. À Valréas, dans le sud de la France, nous retrouvons Brigitte et René, les deux inspecteurs de la Directe, la répression des fraudes. On commence là? Oui, donc, ok, par là. Allez. Comme dans l'usine de viande, ils vont vérifier la conformité des balances. Bonjour monsieur la Directe, on vérifie votre balance. Donc déjà, il faut vérifier qu'elle parte à 0. Donc là, elle est bien à 0, la balance, elle a bien été mise à 0. Donc là, on pose 1 kg, on a vérifié qu'à 1 kg, elle était bonne. On essaye à 2 kg. Et bon, la balance affiche bien 2 kg. Donc elle est juste. Comme eux, ils sont 800 agents dans toute la France à surveiller de très près les balances des commerçants. On peut voir votre vignette ? Les instruments qui sont utilisés pour les transactions commerciales doivent avoir une vignette verte en cours de validité. Donc la limite de validité, l'année est marquée là, donc 2013. Donc c'est le mois, c'est avril. C'est avril 2013. Donc on vérifie que cette vignette est toujours en cours de validité. Le contrôle, il doit être fait tous les 2 ans. C'est comme le contrôle technique de nos voitures. Si votre contrôle technique est dépassé, vous êtes forcément en infraction. Une vignette périmée, c'est le risque que la balance soit déréglée, au détriment du consommateur. Selon ces agents, un commerçant sur 10 utiliserait une balance non conforme. Et sur ce marché, ils viennent d'en repérer un. Bonjour. Le service métrologie de la Directe, monsieur. Nous contrôlons votre balance. Vous avez le carnet métrologique de la balance ? Le carnet métrologique, c'est le carnet de santé de la balance. Tous les contrôles effectués sur l'instrument y sont consignés. Donc là, la dernière vérification, elle date du 16-10-2009. Donc ça veut dire que depuis 2009, la balance n'a pas été vérifiée. Alors qu'il faut qu'elle soit vérifiée tous les 2 ans. Le problème, c'est que je l'ai téléphoné au gars qui s'occupe des balances directement, parce que ça fait plus de 15 jours que je l'ai téléphoné. Mais lui, il n'était pas là. Voilà, il s'était occupé à la foire à Lyon. Mais avec des balances non contrôlées depuis 3 ans et des vignettes périmées depuis 10 mois, le commerçant est en infraction. Les agents n'ont donc même pas besoin de vérifier que les balances soient justes. On refuse les 2 balances qui n'avaient pas été vérifiées et nous dressons procès verbal à monsieur en lui remettant un bulletin de refus et un avis de procès verbal. Ce commerçant risque jusqu'à 450 € d'amende. En attendant, il lui est interdit de se servir de ces balances non conformes. Donc la vignette verte n'est pas encore de validité, donc on colle une vignette rouge marquée direct sur la vignette verte. Bon, on lui laisse finir son marché, demain il ne pourra plus s'en servir et bon, après il prend le risque que si la gendarmerie passe ou si quelqu'un le trouve, on lui prenne sa balance, on lui emporte sa balance.
Aujourd'hui, que ce soit chez les petits commerçants ou dans l'industrie agroalimentaire, le poids est devenu un enjeu économique majeur. Mais pour le consommateur, ces grammes remplis d'eau ou d'air, payés au prix des aliments, risquent un jour d'être lourds à digérer.